vous allez bien? Oui, très bien, merci. Mes camarades et moi, aujourd'hui, on est là pour vous poser quelques petites questions sur vous, pour en connaître plus, et en même temps sur l'histoire de la Réunion, enfin de l'île Bourbon plutôt, au XVIIIe siècle, sur l'esclavage. Donc déjà, nous savons que vous êtes docteur en histoire, mais vous avez été spécialisé en quoi? Donc je me suis spécialisé, si tu veux, pour être docteur en histoire, ça veut dire qu'il faut passer une thèse. Donc pour passer une thèse, il faut faire les études jusqu'au master, après on passe un doctorat. Il faut suivre des études entre 3 et 5 ans après le master. Donc je me suis spécialisé, c'est peut-être un petit peu compliqué pour des élèves de 4e au collège, sur l'histoire du notariat. Et en même temps, j'ai vu que c'était très intéressant, parce que je suis aussi aux archives départementales, que c'était très intéressant de travailler sur des aspects qui n'étaient pas connus du tout dans l'histoire de, tu as bien dit, Bourbon 18e, Réunion 19e, qui étaient liés à l'esclavage et à la traite. D'accord. Donc pourquoi vous avez décidé de faire ça en gros? Donc c'était d'abord une passion, c'était intéressant. Si on n'aime pas les papiers anciens qui nécessitent des efforts de lecture, on laisse tomber au bout de 5 minutes. Il faudrait que vous veniez un de ces jours avec M. Legros qui était venu il y a 2 ans avec ses élèves de 4e et 3e. Je vous montrerai les documents authentiques, les vrais documents. Certains ont 250, 300 ans. Et là, vous verrez qu'il n'est pas toujours évident de comprendre ces documents. Et moi, ça m'a toujours intéressé. C'est pour ça que je suis devenu. Donc, je ne travaille pas seul. C'est pour ça que ça m'a amené à être professeur d'histoire. J'adore la matière. Je travaille donc à la fois ici et à l'université. C'est-à-dire les jeunes qui ont passé le bac et qui se destinent à faire des études d'histoire, première, deuxième, troisième année, etc. D'accord. Où travaillez-vous hors du collège? Donc, en dehors du collège, je suis aussi au service éducatif des archives. Donc j'accueille des enseignants et j'accueille des classes qui viennent faire des recherches sur l'histoire de la Réunion. D'accord, merci, ça nous a permis d'en connaître un petit peu plus sur vous. Et pour commencer, on va dire, entre parenthèses, le débat sur l'esclavage, pourquoi l'esclavage a atteint la Réunion? Alors donc il faut bien voir, en fait ça remonte aux origines. 0 habitant. L'île est inhabitée. C'est à peu près le seul cas de figure au monde où on va trouver une île à l'époque moderne, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e, où il n'y a pas d'habitants. Donc le point de départ, c'était pas de peupler cette île, on était intéressé par Madagascar. Madagascar, ce sont les riches, il y a déjà des gens qui sont installés, les Français s'y installent, ils s'installent dans une région qui est dans le sud de Madagascar qui s'appelle Fort-Dauphin, il y a une révolte des Malgaches, les Français sont chassés, on s'intéresse après à cette île qui était, il faut imaginer, couverte de forêts, où il y avait énormément d'animaux, il y avait de l'eau pour se ravitailler, donc on s'installe pour se ravitailler. Et puis on a l'idée, progressivement, de peupler cette île, on en prend possession. On en prend possession au nom du roi de France. Pourquoi il y a une commune à La Réunion qui s'appelle La Possession? C'est à cet endroit qu'on a planté le drapeau du roi de France. Donc en 4e, vous apprenez quelle était la couleur du drapeau du roi de France. Donc on en prend possession et il faut mettre en valeur cette île. Comment mettre en valeur? Par la culture d'une plante qui intéresse beaucoup le roi Louis XIV, laquelle le café. On découvre qu'il y a du café ici. Et donc pour exploiter le café, il faut la main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de gens. Donc la coutume, l'habitude à l'époque, c'était de rechercher des esclaves. Où va-t-on chercher ces esclaves? À côté. À côté, c'est quoi? Madagascar, l'Afrique et un petit peu l'Inde. Donc c'est ça le point de départ. Une main-d'œuvre gratuite parce que, évidemment, l'esclave n'est pas payé. Merci, grâce à vous, j'en connais plus. C'est pour ça. Je m'appelle Jimmy. Je vais vous poser des petites questions sur le début de l'histoire de Bourbon. Ma première question est: qui ont été les premiers colons à posséder des esclaves à Bourbon? Alors, au départ, l'esclavage, si tu veux, en principe, c'était interdit. Parce qu'on disait que sur un sol français, on ne doit pas posséder des esclaves parce que tous les gens doivent être libres. La coutume, la pratique s'installait de soi-même. Donc le premier qui a possédé un esclave, son nom m'échappe, c'était un curé qui a eu un esclave indien. Après, il y a eu des Français qui ont épousé les Malgaches. Ces femmes malgaches n'étaient pas des femmes esclaves, c'était des femmes libres. Si elles étaient esclaves, ils n'auraient pas pu épouser des esclaves. Quelqu'un, un maître, on ne va pas épouser des esclaves.
Et donc on a fait venir, le premier venant qui a possédé, le premier qui est venu à La Réunion, à Bourbon plutôt, il n'a pas possédé d'esclaves, il n'est pas resté très longtemps, il est reparti. Ensuite, on trouve les premiers colons dont les descendants sont restés, en paillettes. Le premier qui est venu ici, qui s'appelait Antoine Paillette, surnommé dit La Roche. C'est un soldat, les soldats avaient un surnom, donc il était surnommé La Roche. Et donc Antoine Paillette a été un des premiers à posséder des esclaves. Tous les gens qui s'appellent Paillette, ils descendent du même ancêtre. Poirot, Fontaine, etc. La deuxième question est, est-ce qu'il y avait beaucoup d'esclaves au début de l'histoire de Bourbon? Alors au départ, il y avait un équilibre entre ce qu'on appelle la population libre, les maîtres, et les esclaves. Au départ, c'était à peu près équivalent. Très très vite, la population esclave était beaucoup plus importante que la population libre. Disons que s'il y avait à peu près 4 personnes libres, il y avait facilement 6, 7, 8 esclaves. Donc la proportion d'esclaves, jusqu'à la fin, jusqu'à 1848, était plus importante que la population des libres. D'abord, pouvez-vous nous parler du Code noir à Bourbon? Le Code noir, hein. Donc le Code noir, c'est le code qui est en 54 articles et qui concerne la vie des esclaves à Bourbon, et il ne faut pas oublier à l'île de France. Parce que vous savez ce que c'est l'île de France? Maurice. C'est l'île de Maurice actuellement, qui s'appelait l'île de France jusqu'à 1810. Donc il fallait un code de loi qui régisse, qui se dise quels sont les droits et les devoirs des maîtres à l'égard des esclaves. Donc là, on n'a rien inventé, parce qu'avant nous, l'esclavage existait aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Donc il y avait un premier code qui a été rédigé en 1685. Et nous, on a adapté ce code, donc le code noir des Basses-Caregnes, c'est 1723. Donc 54 articles. Il y a des choses que l'on dit qui sont vraies et des choses qui sont infondées. D'accord ? Il y a des choses qui sont dites, par exemple, à l'égard des obligations du maître. On dit que le maître ne doit pas faire travailler son esclave les jours de fête et le dimanche. D'accord ? Petit respect pour l'esclave, c'est aussi une personne humaine. L'esclave est considéré comme un bien. Un bien, c'est la chaise sur laquelle nous sommes assis. D'accord ? Un bien, c'est ce que j'ai dans la poche. Ça m'appartient, c'est à moi. Donc je peux en faire ce que je veux. Donc un esclave pouvait être vendu. On pouvait vendre des femmes, des enfants, des adultes. Et il pouvait être loué. Quelqu'un a besoin d'esclaves sur son habitation, il n'a pas assez d'esclaves, il peut voir quelqu'un. Évidemment, l'esclave n'est pas payé, on va payer son propriétaire. Donc dans le code noir, tout ça c'est écrit. Il faut protéger l'esclave et il faut aussi, par exemple, lui donner des habits. Donc on dit que le maître est tenu d'habiller l'esclave, de lui donner tant de pièces de neige pendant l'année. Il est obligé de le soigner au cas où il tombe malade. Et il y a la possibilité pour le maître d'affranchir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, affranchir un esclave? Le libérer. Alors, imaginez, j'ai un esclave, je vois qu'il est vieux, je vois qu'il est malade, je l'affranchis. Je lui dis, bon, c'est une bonne affaire pour moi, je ne voudrais pas le soigner. Donc on dit, dans le code noir, que si on affranchit un esclave, on doit lui donner les moyens de subsister. On lui donne des morceaux de terre, on doit lui donner de l'argent pour qu'il se débrouille, on doit lui former le métier pour qu'il ne devienne pas un mendiant. Donc on essaie de cadrer l'esclavage grâce à ce qu'on appelle le code noir, donc le Mascaregne, 1723. Les esclaves sont traités de la même manière? Ah, bon, ça c'est complexe. Bon, il y a différents cas. Il y a ce qu'on appelle les esclaves de pioche. Les esclaves de pioche, c'est les esclaves qui travaillent du matin au soir dans l'habitation. Ils travaillent au champ. Ils sont les moins bien lotis. Ils n'ont pas de droit, ils sont astreints à un travail qui est difficile. Et vous savez sans doute, il y a ce qu'on appelle le commandeur. Le commandeur, il est là, c'est celui qui surveille l'habitation. Commande. Et si jamais l'esclave il ne fait pas l'affaire, il est fouetté. Il est arrêté, il est mis en prison. Il y a des esclaves qui sont mieux lotis. Il y a des esclaves qui ont la confiance du maître. Et par exemple, le maître, il prend son cheval, il va sur l'habitation, et il y a ses enfants qui sont à la maison.
s'il a une esclave qui ont sa confiance, l'esclave peut entrer dans sa maison, soigner ses enfants quand ils sont malades, s'en occuper, il a sa confiance totale. Donc selon le statut que l'on a par rapport au maître, le sort peut être plus ou moins enviable. D'accord. Et vous nous décrivez une habitation typique à Bourbourg au XVIIIe siècle, pour l'esclave, bien sûr, bien sûr. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les tailles des habitations sont tout à fait différentes. On parle beaucoup de Madame des Bassins. Madame des Bassins, par contre, c'est plus 19e, parce qu'elle meurt en 1846. En 1846, ça fait 19e siècle. Au XVIIIe siècle, la culture essentielle, c'est le café. On a pas mal de gens qui quittent le Royaume de France, qui veulent s'enrichir, ils viennent à l'Île-de-France ou ils viennent à Bourbon dans la perspective de s'enrichir dans la culture du café. Et effectivement, certains sont devenus très riches grâce à ça. Alors, il y a aussi la culture des vivres. Donc, la culture des vivres, auparavant, on ne faisait pas venir les vivres de l'extérieur. On faisait le riz ici, on faisait le café ici, on faisait le blé ici. Tout était fait ici. Et même, on en faisait pour aller exporter vers l'Île-de-France. Donc, le matin, il y avait la cloche pour appeler les esclaves au travail. Ils allaient donc sur les habitations. Vous savez ce que c'était le terme habitation, hein? Oui. Vous avez compris ça, pas de souci. Et sur les habitations, il y avait un côté où habitait le maître qui s'appelle l'emplacement. L'emplacement, c'est, imaginez, habitation sur les champs. Et l'emplacement, c'est l'endroit où se trouve sa case, son petit poulailler, etc. Pour finir cette interview, je me permets de vous poser 2 dernières questions. Y a-t-il des esclaves célèbres avec leurs propres histoires? Si oui, pouvez-vous nous en raconter une? Oui, il y a Anchin, l'esclave Anchin, il y a un python à Salazie qui s'appelle le python Anchin. Donc on raconte, c'est un petit peu la légende aussi, on ne peut pas trop vérifier, hein. On raconte que cet esclave est resté pendant très longtemps, vous connaissez l'expression marron, un esclave marron, c'est un esclave qui prend la fuite, qui s'enfuit, d'accord, et on les recherchait. Et lui, il a réussi cet exploit à rester caché sur les hauts de ce python qui porte son nom pendant des années et des années. Alors, un jour, il s'est fait attraper, parce qu'il a laissé un petit peu de fumée. Il y a des chasseurs de noix marron qui sont passés, qui ont perçu la fumée, ils sont allés l'attraper, ils l'ont tué, d'accord. Alors, il y a aussi d'autres noms. Dans le sud, il y a un endroit qui s'appelle Dimitile. Non, vous ne connaissez pas. Dimitile, hein, un endroit, une petite commune de la Réunion qui s'appelle l'Entre-deux. Et un des sommets de l'Entre-deux, c'est Dimitile. Donc je retrouvais un rapport de chasseurs de noix marron. Ils disent, ils sont allés à cet endroit, ils ont arrêté le capitaine Dimitile. C'était son titre. Et le capitaine Dimitile, c'était un chef de noix marron qui s'était échappé pendant de nombreuses années. Pourquoi, comment et par qui l'esclavage a été aboli à Bourbon? Donc là, on arrive à ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà étudié en 4e, ou peut-être au 2e semestre, la Deuxième République. Donc la Deuxième République, ça arrive après une révolution. On chasse le roi, et on arrive à 1848. D'accord? Et pendant longtemps, on disait, c'est normal, l'esclavage c'est une honte, comment on peut acheter un être humain, comment on peut le vendre, on le sort de son pays, on l'emmène ici, en captivité, parfois ils sont maltraités sur le bateau, donc depuis, en fait il faut bien retenir que entre 1810 et 1815, les Anglais ont fait la conquête de notre île, d'accord? Et les Anglais voulaient abolir l'esclavage. Première chose, pour abolir l'esclavage, il faut abolir la traite. La traite, c'est prendre l'esclave de son pays, l'amener ici. Donc on supprime la traite. Donc la soie se tarit progressivement. Après, il y a eu la traite qui s'est faite en cachette, mais ça c'est pas grave. On arrive à 1848, donc il y a les républicains, on instaure la Seconde République, qui disent ça ne peut pas continuer. Donc ils votent une loi le 27 février 1848, où ils disent on interdit l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Donc, colonies françaises, la Réunion, ça s'appelle la Réunion maintenant, c'est plus Bourbon, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et c'est Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, qui était le ministre de la Marine, qui a fait signer la loi sur l'abolition de l'esclavage. Donc ça, c'est en février. Après, il y a un délai. Il faut appliquer la loi.
Donc, qui on envoie? Quelqu'un que vous connaissez tous, Sarda Garriga. On l'envoie, il arrive ici en octobre, il débarque à Saint-Denis et il va préparer l'abolition de l'esclavage. Et nous sommes en décembre. Vous savez très bien qu'une grande fête va arriver. C'est le 20 décembre. Le 20 décembre au Barachois, il fait un grand discours et il dit l'esclavage c'est terminé à La Réunion, tout le monde est libre. Ceux qui sont esclaves, le 21 décembre, vous êtes libres, vous avez les mêmes droits que vos anciens maîtres. Donc deux personnages importants, à Paris, Victor Schœlcher, et à La Réunion, Sarda Garriga. Nous tenons à vous remercier de nous avoir accordé cette interview et d'avoir pris sur votre temps. Nous sommes vraiment fiers d'avoir pu compter sur vous en fait pour faire ce projet.